Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier le deuxième chapitre de ce thème 3 qui va porter sur la fécondation. Donc cette vidéo remplace le cours qui aurait dû avoir lieu le 18 mars 2020. Je commence avec quelques rappels. La mitose est une division cellulaire qui permet de générer deux cellules filles diploïdes. Nous allons voir qu'elle est constituée de 4 phases différentes dans la diapositive suivante. La méiose est un autre type de division cellulaire qui permet aussi de générer des cellules filles, mais elle permet d'en générer 4 et non pas 2. Et les cellules filles ainsi générées sont haploïdes et non pas diploïdes. J'espère que vous vous rappelez des définitions de haploïdes et de diploïdes, puisqu'on en aura encore besoin dans ce chapitre. Nous avons également, dans la suite du chapitre 1, étudié la gamétogenèse, c'est-à-dire la formation des gamètes. Chez l'homme, on appelle cela la spermatogenèse, et chez la femme, c'est l'ovogenèse. Revenons sur quelques différences entre la mitose et la méiose en images. Donc vous avez ici, sur la partie inférieure, en bleu, les différentes étapes de la mitose. Vous devez les connaître, bien sûr. Avant que la mitose puisse avoir lieu, une cellule parentale doit répliquer ses chromosomes. Ça veut dire qu'elle doit, entre guillemets, photocopier son matériel génétique de manière à ce que tous les chromosomes possèdent 2 chromatides. La mitose est donc constituée de 4 phases. La prophase, la métaphase, lors de laquelle les chromosomes viennent se placer au milieu de la cellule, on appelle ça la plaque équatoriale, puis ces chromosomes se séparent vers les 2 pôles de la cellule, on appelle ça l'anaphase, et enfin, la cellule se divise en 2, on parle de télophase. La méiose suit un processus similaire. Il doit d'abord y avoir réplication des chromosomes, donc entre guillemets photocopie du matériel génétique. Cependant, elle commence par une première grande partie, qu'on va appeler la méiose 1, pendant laquelle il y a appariement, c'est-à-dire association des chromosomes homologues. C'est ce que vous voyez sur cette figure. Et nous avons vu que les chromosomes homologues pouvaient s'enjamber, les chromatides des chromosomes homologues pouvaient passer l'une par-dessus l'autre et former ce que l'on appelle des crossing over. Les crossing over aboutissent à des échanges de matériel génétique entre les chromosomes. Ça, c'est la prophase de la première partie de la méiose. Ensuite, il y a la métaphase 1. Donc, tout comme lors de la métaphase de la mitose, les chromosomes, mais cette fois-ci les chromosomes homologues, donc 2 par 2, se mettent sur la plaque équatoriale. Ils vont être séparés vers les 2 pôles de la cellule lors de l'anaphase 1. Et puis, il y a la télophase, donc séparation dans un premier temps en 2 cellules filles. Cependant, la méiose n'est pas là. Alors que vous voyez que la mitose s'était arrêtée, la méiose continue sur une deuxième phase, où on va faire entre guillemets la même chose que lors de la mitose, c'est-à-dire séparation des chromatides sœurs. C'est ce que vous voyez ici avec à nouveau 4 parties, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Tout cela aboutit donc à 4 cellules filles dans lesquelles il y a du matériel génétique haploïde, c'est-à-dire un seul chromosome de chaque, et un chromosome a une seule chromatide. Dans cette diapositive, je vais faire quelques rappels sur la gamétogenèse mâle. On avait vu que la gamétogenèse mâle, elle a lieu dans les tubes séminifères. Ce sont des tubes très fins qui sont contenus dans les testicules. Ces tubes deviennent l'épididyme, que vous avez représenté ici, et l'épididyme lui-même se transforme en canal déférent. Donc les spermatozoïdes sont fabriqués dans les tubes séminifères, puis ils voyagent dans l'épididyme, traversent le canal déférent et sont évacués par le pénis. On peut réaliser une coupe transversale d'un tube séminifère. Et c'est normalement le schéma que vous aviez dû réaliser dans l'activité 5. On peut remarquer que, en partant de la paroi du tube séminifère et en allant vers la lumière du tube séminifère, on observe des cellules de plus en plus différenciées. Donc nous avons ici une cellule souche, puis les spermatocytes de type 1, ils sont en train de passer par la première étape de la méiose, puis les spermatocytes 2, qui se transforment en spermatides grâce à la deuxième étape de la méiose. Et enfin, au milieu du tube séminifère, donc c'est ce que vous voyez ici, on a les spermatozoïdes qui sont des cellules complètement différenciées, avec un aspect caractéristique, une tête et une queue, c'est-à-dire un flagelle qui leur permet de se déplacer dans les voies génitales féminines. Un petit topo maintenant sur la gamétogenèse chez la femme. Elle est un petit peu différente de chez l'homme puisque la première partie de la méiose se déroule lors du développement embryonnaire. On part d'une cellule souche qui va se transformer en ovocyte 1, qui commence la première division de méiose mais qui s'arrête en prophase 1.
macrophase 1, vous vous rappelez, c'est lorsque les chromosomes homologues sont appariés et qu'il peut y avoir les crossing over. Et donc, ensuite, il ne se passe plus rien pendant l'enfance. Le processus reprend à partir de la puberté. À partir de la puberté, chaque mois, un ovocyte 1 va subir l'ovulation, c'est-à-dire donc qu'il va être évacué hors de l'ovaire et continuer sa méiose. Cependant, il ne termine pas sa méiose, il reste bloqué en métaphase 2. Et l'ovocyte 2 ne termine la méiose que s'il y a fécondation, c'est-à-dire rencontre avec un spermatozoïde, donc un gamète masculin. Autre particularité de la gamétogénèse femelle que vous devez bien retenir, bien maîtriser, c'est le fait que les divisions de la méiose sont asymétriques. Vous voyez ici que l'on forme à partir d'un ovocyte 1 un seul ovocyte 2, mais le reste du matériel génétique ne s'évapore pas dans la nature, il est pris en charge dans une toute petite cellule qui va dégénérer, qui s'appelle le globule polaire. Même scénario lors de la deuxième division de méiose, la moitié du matériel génétique est évacuée dans ce qu'on appelle un second globule polaire. Et toutes ces cellules-là, les globules polaires, vont dégénérer. Après ces quelques rappels sur ce que nous avons vu dans le chapitre 1, nous rentrons dans le cœur du chapitre 2 sur la fécondation. La fécondation, bien entendu, ne peut avoir lieu que suite à un coït, un rapport sexuel. Afin de bien comprendre quelles sont les étapes qui composent la fécondation et qui permettent d'aboutir à la fécondation, je vous invite tout de suite à aller flasher ce QR code qui va vous renvoyer sur une autre vidéo, non pas réalisée par moi, mais animée, qui décrira de manière un petit peu romancée les étapes de la fécondation. Les spermatozoïdes doivent donc remonter l'intégralité des voies génitales féminines, et pour cela, ils sont équipés d'un flagelle qui est une partie allongée et douée de mouvements, qui est extrêmement importante pour assurer la mobilité des spermatozoïdes. Lors de la fécondation, il va y avoir pénétration d'un spermatozoïde à l'intérieur d'un ovocyte. Cela n'est pas une tâche facile. En effet, le spermatozoïde devra d'abord se faufiler entre les cellules folliculaires. Je vous rappelle que les cellules folliculaires, on leur donne aussi le nom de cellules de la corona radiata, puisqu'elles sont autour de l'ovocyte. Vous voyez que c'est la même racine que le fameux coronavirus qui nous retient confinés. Toujours cette idée de couronne, de quelque chose qui se trouve autour d'une structure. Donc une fois que le spermatozoïde a franchi la corona radiata, il doit franchir ce qu'on appelle la zone pellucide. Cette zone pellucide, c'est une petite couche de protéines et de glucides qui entoure l'ovocyte. Enfin, le spermatozoïde devra franchir et fusionner avec la membrane plasmique de l'ovocyte. Donc, je vous ai mis également un petit cliché de microscopie électronique à balayage, puisqu'on voit que cette image est en 3 dimensions, qui nous permet de voir combien de spermatozoïdes vont s'affairer pour essayer de pénétrer dans l'ovocyte, sachant qu'un seul d'entre eux y parviendra. Intéressons-nous maintenant de plus près aux différentes étapes qui permettent la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Qu'il y a 6 étapes. Comme je vous le disais tout à l'heure, la première étape, c'est que le spermatozoïde va devoir se faufiler entre les cellules folliculaires, les cellules de la corona radiata. Cela étant fait, le spermatozoïde arrive en contact avec la zone pellucide que vous voyez ici, en orange. Cette zone pellucide est constituée de différentes biomolécules. C'est une couche assez épaisse qui ne peut pas être franchie simplement par le spermatozoïde. Elle va devoir être dégradée. Pour cela, le spermatozoïde est équipé dans une partie de sa tête que je vous ai déjà décrite tout à l'heure, qui s'appelle l'acrosome, de plusieurs enzymes. Ces enzymes sont donc libérées au niveau de la zone pellucide et dégradent les biomolécules de manière à permettre le passage du spermatozoïde. Troisième étape, le spermatozoïde est maintenant en contact avec la membrane plasmique de l'ovocyte et il y a fusion de la membrane plasmique du spermatozoïde avec la membrane plasmique de l'ovocyte. Quatrième étape, maintenant que les deux membranes plasmiques ont fusionné, ce qui se trouvait à l'intérieur de la membrane plasmique du spermatozoïde va pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'ovocyte. Donc cela inclut le matériel génétique du spermatozoïde, mais aussi les mitochondries du spermatozoïde. À ce moment-là rentrent en jeu des petites vésicules que vous avez peut-être remarquées depuis le début de cette diapositive, des petites vésicules qui se trouvent à l'intérieur de l'ovocyte, mais juste en dessous de la membrane plasmique. On les appelle les granules corticaux. Ces granules corticaux, ils libèrent des enzymes, et ces enzymes agissent sur la zone pellucide. La zone pellucide devient extrêmement rigide, et cela empêche les autres spermatozoïdes de franchir cette zone pellucide.
même s'ils avaient recours aux enzymes contenues dans leur acrosome, ils seraient incapables de franchir la zone pellucide. Et la dernière étape, bien entendu, nécessaire pour que la fécondation soit complète, c'est la fusion du matériel génétique du spermatozoïde avec celui de l'ovocyte. Donc, chaque gamète étant une cellule haploïde, la fusion des deux matériels génétiques nous permet d'obtenir un zygote qui sera diploïde. Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe juste après la fécondation. La fécondation a lieu dans les trompes de Fallope, mais finalement assez proche de l'ovaire. Or, vous savez tous que la grossesse se déroule dans l'utérus. Donc un trajet va avoir lieu de manière à ce que le zygote nouvellement formé, tout en se divisant, rejoigne l'utérus. À 2 jours après la fécondation, on a atteint un stade de 4 cellules, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 divisions cellulaires, 2 mitoses en l'occurrence. À 3 jours après la fécondation, on atteint le stade morula. Morula est un terme latin qui veut dire petite mûre. Vous voyez que la morula a bien voyagé dans les trompes de Fallope, puisqu'on est presque arrivé à l'utérus. Mais grâce à quoi a lieu ce mouvement? Eh bien en réalité, tout au long des trompes de Fallope, il y a des cils qui bordent la paroi, et ces cils, un peu comme des balais, vont permettre le mouvement des structures qui se trouvent à l'intérieur des trompes de Fallope. Donc la morula progresse, et finalement à J+4, la morula s'est encore divisée, on arrive à ce qu'on appelle le stade blastocyste. Dans le blastocyste, qui a une structure toujours de même volume que la morula ou que le zygote, vous voyez que les cellules deviennent de plus en plus petites à l'intérieur, il y a une cavité qui est en train de se former. Enfin, 1 semaine après la fécondation, le blastocyste est mature, il est prêt à venir s'implanter au niveau de la paroi de l'utérus et à venir s'y installer pour une durée qui est environ de 9 mois. Donc la cavité a encore grossi, les cellules sont encore divisées et sont devenues encore plus petites, et c'est à ce moment-là que le développement embryonnaire peut vraiment commencer. Cette figure 4, revenons un petit peu sur la structure du gamète masculin qui permet donc la fécondation. Le spermatozoïde, comme on l'a dit, est constitué de sa tête, pièce intermédiaire, et du flagelle, qui est parfois aussi appelé la queue du spermatozoïde. Nous avons ici une représentation en microscopie électronique à transmission, en zoomant sur, en particulier, le bas de la tête du spermatozoïde, la pièce intermédiaire et sa queue. Dans la tête, on retrouve le matériel génétique qui est entouré d'une vésicule qu'on appelle l'acrosome, dans laquelle se trouvent des enzymes dont on a déjà étudié le rôle. Ce sont les enzymes qui permettent de dégrader la zone pellucide lorsque le spermatozoïde s'apprête à fusionner avec l'ovocyte. Dans la pièce intermédiaire, on trouve de nombreuses mitochondries. Les mitochondries, on en a déjà parlé cette année. Ce sont des organites que l'on retrouve dans les cellules eucaryotes et qui permettent la production d'énergie. Et juste derrière la pièce intermédiaire, le flagelle est une structure un petit peu à l'image d'un espèce de moteur qui tourne à très haute vitesse et qui utilise l'énergie produite par les mitochondries de manière à assurer le déplacement du spermatozoïde par des mouvements de rotation du flagelle. Donc, ces éléments devraient vous permettre d'une part de compléter les légendes, de pouvoir retrouver à quoi correspondent ces différents chiffres 1, 2 et 3 sur cette microscopie électronique, et d'autre part de répondre à la question 16 dans laquelle je vous demande d'expliquer en quoi la forme du spermatozoïde est adaptée à sa fonction. Bon, déjà vous voyez que sa tête est allongée, or c'est une cellule qui doit migrer, qui doit faire un long trajet dans un milieu liquide. D'autre part, elle possède un flagelle, le flagelle a besoin d'énergie, on retrouve des mitochondries juste à côté, donc là vous devez faire le lien entre ces mitochondries et ce flagelle. Et enfin, vous pouvez expliquer que le flagelle est une structure qui permet la mobilité, comme je vous l'ai expliqué, un peu comme un petit moteur. Avant de passer à cette activité 2, je vous invite à bien penser à rédiger le bilan dans lequel vous devrez faire un petit texte qui présente les principaux événements de la fécondation et l'importance de la structure des cellules impliquées dans la fécondation. Donc la structure de l'ovocyte, avec les différentes couches qui l'entourent, et la structure du spermatozoïde, avec son flagelle, ses mitochondries, sa tête allongée, et tout ce qui permet un déplacement efficace dans les voies génitales féminines. Bon, revenons-en à l'activité numéro 2. Dans cette activité, nous allons brièvement discuter des conséquences chromosomiques de la fécondation. Je vous ai remis ici des karyotypes. Si vous ne vous rappelez plus qu'est-ce qu'un karyotype ou comment est-ce qu'on obtient un karyotype, je vous invite à retourner lire votre cours, votre chapitre 1. Nous en avions discuté dans la première activité. En A, nous avons le karyotype d'un ovocyte.
en B, nous avons le karyotype d'un spermatozoïde. Et enfin, en C, nous avons le karyotype obtenu par la fusion de cet ovocyte avec ce spermatozoïde. Donc vous devez rappeler les définitions de cellules haploïdes et cellules diploïdes. Là encore, c'est des choses qui doivent être acquises depuis le chapitre précédent. Et vous devrez également retrouver lequel de ces karyotypes correspond à des cellules haploïdes ou à des cellules diploïdes. Cependant, la fécondation ne se déroule pas toujours parfaitement. Il arrive que des problèmes se déroulent et que des anomalies génétiques s'installent. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'une de ces anomalies génétiques qui est bien connue, et si vous regardez ce karyotype, vous allez vite remarquer qu'il y a une paire de chromosomes pour laquelle il y a quelque chose de différent de ce que vous attendriez. La photo que je vous ai mise ici, c'est une jeune fille qui est atteinte de cette anomalie. Et justement, à la question 21, vous devrez discuter de ce qui est différent entre une personne normale et une personne atteinte de cette anomalie. Donc à la fois au niveau de l'apparence physique, il y a des traits caractéristiques reconnaissables, aussi au niveau des fonctions physiologiques, est-ce que tous leurs organes fonctionnent normalement, et enfin est-ce que ces personnes-là ont une espérance de vie semblable à la nôtre. Pour la question 22, vous devrez discuter de quelles sont les possibilités pour arriver à cette anomalie chromosomique. Je vous donne un indice, c'est quelque chose qui se déroule durant la méiose, et il y a en fait deux hypothèses possibles. Vous devrez d'ailleurs faire un schéma pour expliquer vos hypothèses, pour montrer ce qui a pu dysfonctionner, à quel moment de la méiose cela a pu dysfonctionner pour aboutir à cette anomalie génétique. Nous arrivons à la dernière activité de ce chapitre 2. Dans cette activité, nous allons étudier la transmission du génome mitochondrial. Depuis le début de l'année, lorsque je vous ai présenté les cellules eucaryotes, je vous ai dit qu'elles contenaient une structure particulière appelée le noyau, qui est ici bien visible en violet, et qui contient notre ADN. Peut-être même parfois que j'ai dit que tout notre ADN était contenu dans le noyau. En réalité, c'était un raccourci. Car, même si la grande majorité de notre ADN se trouve bien dans le noyau, il existe un peu d'ADN ailleurs dans la cellule. Et en l'occurrence, c'est dans ces structures oranges que vous voyez ici et qui sont appelées les mitochondries. Les mitochondries sont caractéristiques avec leurs deux membranes, et vous voyez que la membrane interne fait des espèces de replis sur elle-même. On parle parfois de crête mitochondriale. Les mitochondries, elles ont pour rôle, comme on l'a vu quand on a étudié le fonctionnement du spermatozoïde, de produire de l'énergie. Pas juste dans les spermatozoïdes, dans toutes nos cellules. Et donc, ces mitochondries, elles contiennent un petit peu d'ADN, on parle de génome mitochondrial. Justement, si on s'intéresse à ces mitochondries, vous voyez ici une image en microscopie électronique à transmission, avec bien reconnaissable à l'intérieur les fameuses crêtes des mitochondries, c'est la membrane interne qui se replie sur elle-même, et les mitochondries font quelques micromètres de long. Comme je vous l'ai dit juste avant, elles sont spécialisées dans la production d'énergie. Elles font cela par la respiration cellulaire, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser des composés qui viennent de notre alimentation pour fabriquer une petite molécule qu'on appelle l'ATP. Rien à voir avec le tennis, c'est l'adénosine triphosphate. Et par ailleurs, les mitochondries contiennent chacune plusieurs copies d'un ADN double brin. Donc dans une même cellule, dans un même organisme, toutes nos mitochondries possèdent exactement le même ADN. Si on dit double brin, c'est que c'est une double hélice d'ADN. Rappelez-vous, l'AT numéro 9, nous avions étudié l'ADN et nous avions vu que c'était un peu comme une échelle avec deux barreaux. Donc là, c'est un ADN avec deux barreaux. Par ailleurs, il s'avère que cet ADN mitochondrial code des protéines qui permettent à la fois le bon fonctionnement des mitochondries, mais aussi la production d'énergie, donc la production d'ATP. Pour répondre à la question 23, vous aurez besoin de mesurer avec votre règle la taille, le diamètre moyen d'une mitochondrie. Donc vous choisissez l'endroit qui vous va, de mesurer la valeur en centimètres. Vous devrez également prendre cette barre d'échelle et mesurer la valeur du trait ici en centimètres. Vous pourrez alors poser un produit en croix. Je sais que 50 nanomètres, c'est tant de centimètres. Or, je sais que ma mitochondrie, elle mesure tant de centimètres, et donc je cherche à connaître ma valeur en nanomètres de ma mitochondrie. N'hésitez pas à faire des conversions. Si la valeur que vous obtenez en nanomètres est très grande, il faudra peut-être alors faire un passage, une conversion en micromètres. Par ailleurs, pour la question 23, je vous demande de faire le schéma d'une cellule avec ses mitochondries. Il est inutile de faire
un schéma aussi complexe que ce que j'avais pu faire, que ce que j'ai pu vous montrer sur la diapositive numéro 14, juste avant, mais simplement de représenter une cellule avec plusieurs mitochondries et un noyau. Les autres organites, ce n'est pas la peine de les représenter. Cette figure 8 nous présente le nombre de copies d'ADN mitochondrial par cellule. Vous avez ici 2 cellules masculines et 2 cellules féminines. Spermatogonie, c'est les cellules souches, et spermatozoïde mature, c'est celui qui est prêt à remonter les voies génitales féminines lors de la fécondation. Et enfin, chez la femme, dans l'ovogonie, donc la cellule souche qui permet de donner tous les ovocytes, et puis l'ovocyte en fin de croissance, c'est-à-dire celui qui s'apprête à être fécondé par un spermatozoïde. Il y a de grandes différences dans ces chiffres, d'une part au sein d'un même individu, entre les différents stades de différenciation des gamètes, mais d'autre part entre les deux. Donc c'est l'objet de la question suivante, où vous devrez décrire les différences observées et expliquer l'origine de ces différences. Depuis des dizaines d'années maintenant, nous savons que la transmission du génome mitochondrial se fait exclusivement par la mère. Cependant, les mécanismes qui permettent cette transmission maternelle n'ont été découverts que bien plus récemment. C'est illustré sur cette figure numéro 9. Vous avez ici le zygote. Le zygote contient les chromosomes paternels qui proviennent du spermatozoïde qui vient tout juste de fusionner et les chromosomes maternels de l'ovocyte. Les mitochondries maternelles sont ici représentées en gris et les mitochondries paternelles, qui sont également rentrées lors de la fusion du spermatozoïde, sont représentées ici en orange foncé. Juste après la fécondation, il va y avoir fusion du matériel génétique. Au même moment se met en place un système qui a pour origine l'ovocyte, et l'ovocyte reconnaît comme étrangères les mitochondries paternelles. Il envoie alors tout un tas de protéines qui viennent entourer les mitochondries paternelles sélectivement et qui provoquent leur dégradation et leur destruction. Ce processus est assez rapide puisqu'il a lieu dans les 2 heures qui suivent la fécondation, et cela aboutit donc à n'avoir plus que les mitochondries d'origine maternelle dans le zygote. Ce système est appelé système d'allophagie. En effet, en grec, la racine allo, A2LO, signifie autre. Les mitochondries paternelles sont reconnues comme étrangères par rapport à l'ovocyte. Et phagie, c'est le terme qui signifie manger, et donc ces mitochondries vont être détruites, vont être dégradées, digérées à l'intérieur de l'ovocyte. Pour illustrer cette question de la transmission du génome mitochondrial, nous allons nous intéresser à un syndrome qu'on appelle le syndrome de Pearson. C'est un syndrome qui est assez rare, et il s'agit d'une maladie génétique qui est causée par des mutations dans l'ADN mitochondrial. Vous avez ici un enfant qui a été pris en photo à 2 périodes de sa vie, là quand il avait à peu près 1 an et là à son 2e anniversaire je crois, et cet enfant est atteint du syndrome de Pearson. Cela engendre une anémie, donc il manque de fer, et cela est lié au fait que ces globules rouges sont d'une taille beaucoup trop grosse, et en fait, au lieu d'être plus efficaces, ils sont moins efficaces, ils fixent moins bien l'oxygène, et cet enfant n'a pas un approvisionnement correct en oxygène. D'autre part, le pancréas ne fonctionne pas correctement. Ces enfants souffrent également d'atteintes rénales et d'atteintes neuromusculaires. C'est un syndrome qui est particulièrement grave et qui est souvent fatal avant le 3e anniversaire. En effet, le système immunitaire de ces enfants n'est pas assez efficace, n'est pas capable de lutter contre des virus ou des bactéries, et donc l'enfant décède de simples rhumes ou de petites maladies qui pourraient être bénignes pour un enfant de son âge non atteint du syndrome de Pearson. Bon, pourquoi on parle de ce syndrome? En fait, ce sur quoi je veux vous faire réfléchir, c'est que on a vu juste avant que la transmission du génome mitochondrial se fait exclusivement de manière maternelle. Donc vous devez répondre à la question du mode de transmission de cette maladie. Est-ce qu'une mère peut le transmettre à son enfant? Est-ce qu'un père peut transmettre cette maladie à son enfant? Donc est-ce que si vous êtes un garçon et que vous êtes atteint du syndrome de Pearson, est-ce que vos enfants seront atteints? Même question pour une mère. Et puis enfin, vous devrez discuter, c'est la question 29, des différences de transmission qui existent entre le génome nucléaire et le génome mitochondrial. Nous arrivons à la fin de ce chapitre. Vous allez devoir me rendre un bilan. Il y a 3 tâches à accomplir pour ce bilan. La première, c'est de réaliser un schéma légendé de l'appareil reproducteur féminin en coupe frontale.
je vous invite à reprendre soit une des figures du trajet du zygote juste après la fécondation, soit une image d'internet. Ne me donnez pas trop de détails non plus, simplement légendez les principaux organes de l'appareil reproducteur féminin. D'autre part, sur cet appareil reproducteur féminin, vous devrez représenter le trajet de l'ovocyte, en vert, le trajet des spermatozoïdes, en bleu, là où a lieu la fécondation. Ensuite, avec une flèche rouge, vous indiquerez la migration du zygote, de l'œuf. Et enfin, l'endroit de la nidation. La nidation, je l'avais aussi appelée implantation dans ce cours, schématisé par une croix rouge. Donc ça, c'est pour la partie schéma. Et la troisième chose que vous aurez à faire, c'est de rédiger un petit paragraphe qui explique ce que c'est que l'ADN mitochondrial, comment est-ce qu'il est transmis à la descendance, et en quoi la transmission du génome mitochondrial est différente de celle du génome qui est trouvé dans le noyau, donc du génome nucléaire. Encore une fois, je reste à votre disposition sur le groupe Snap de la classe ou par mail. Bon courage!